Bonjour à tous. Ce qui se joue aujourd'hui entre l'Iran et Israël et les États-Unis dépasse largement la logique de la simple opération militaire. C'est un moment de rupture stratégique. Cette fois, ce n'est plus une guerre de l'ombre ni une série de frappes isolées. C'est une confrontation assumée en l'espace de quelques jours. Des frappes coordonnées ont visé des sites stratégiques en Iran. Washington parle de neutralisation ciblée. Tel Aviv évoque une nécessité vitale face à la menace iranienne. Téhéran riposte, missiles, drones, pression sur les bases américaines dans la région, mobilisation de ses alliés. Et au même moment, les pays du Golfe retiennent leur souffle et se retrouvent malgré eux en première ligne. Mais un autre front s'est immédiatement activé. Il s'agit du Liban voisin d'Israël. Le risque est clair, une extension du conflit vers une guerre Israël-Hezbollah à grande échelle avec un impact immédiat, notamment sur les populations civiles et sur la stabilité d'un Liban déjà fragilisé. Les capitales occidentales appellent pour leur part à la retenue. Difficile de comprendre exactement la situation des Européens. Et pendant ce temps, aux États-Unis, une majorité d'Américains désapprouvent ces frappes et redoutent un conflit long. Alors la question est simple. S'agit-il d'une opération stratégique limitée ou d'un engrenage qui est en train d'embraser toute la région? Qui maîtrise réellement la trajectoire de cette guerre? La vraie question n'est plus seulement, vous l'aurez compris, militaire, elle est aussi politique. Et si cette opération peut réellement ou pas affaiblir le régime durablement, si tel est le cas, lequel des régimes serait affaibli à la suite de la tournure des événements qui s'enchaînent et qui démontrent quand même une certaine insuffisance d'éléments pour conclure ou pour tirer des conclusions qui soient efficientes dans ce cas-là. J'accueille aujourd'hui pour le débat la professeure d'histoire et sciences politiques, professeure Boutaina Ben Salem. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Nous avons également avec nous l'expert et professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudahab. Bonjour. Bonjour Alla Khadija, merci beaucoup. Se joint à nous depuis Washington, analyse des affaires politiques américaines, Calvin Dark. Bonjour Calvin. Bonjour. Et nous avons aussi avec nous depuis Beyrouth la correspondante Média Radio, Amélie David. Bonjour et merci de nous joindre à nous. Bonjour. Alors Amélie David, d'abord commençons par la situation sur le terrain au Liban. C'est l'actualité phare aujourd'hui. Comment évolue la situation sur le terrain, notamment après l'annonce par Israël de la création d'une zone tampon dans le sud du pays? Effectivement, vous l'avez dit, l'annonce d'une zone tampon dans le sud du pays et le renforcement des positions de l'armée israélienne, notamment le long de la frontière. Joseph Aoun, le président du Liban, a directement condamné cela et a appelé d'ailleurs le président français Emmanuel Macron pour lui demander de stopper ces avancées. Et dans le même temps, eh bien, le Hezbollah, le parti chiite libanais qui a lancé une attaque contre Israël il y a quelques jours, a aussi attaqué plusieurs chars Merkava dans le sud du Liban, donc qui appartiennent à l'armée israélienne, pour stopper ces avancées-là, justement, pour éviter que l'armée israélienne ne conquiert plus de territoire. Il faut le rappeler, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre 2024, l'armée israélienne a consolidé des positions dans le sud du Liban et a continuellement mené des attaques sur le Liban, notamment dans le sud, mais aussi dans l'est du pays. Et d'après les chiffres des Nations Unies, eh bien, l'armée israélienne a violé plus de 10 000 fois par les airs, par la terre et sur mer, l'accord du cessez-le-feu. Aujourd'hui à Beyrouth, eh bien pareil, les frappes se poursuivent. Nous en avons eu tout au long de la journée. Nous en avons le quotidien, L'Orient le Jour en a recensé plus de 36 dans la banlieue sud de la capitale, environ plusieurs dizaines,
dans le sud du Liban. Donc des attaques qui se poursuivent, qui menacent la sécurité des habitants, bien sûr, et des habitants qui fuient sous les bombes depuis hier, qui tentent de trouver refuge dans des zones plus sécurisées au Liban, mais ailleurs aussi à Beyrouth. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs d'entre eux sur le terrain, ces déplacés qui sont fatigués par cette guerre, des déplacés qui ont été déplacés d'ailleurs plusieurs fois au cours de ces dernières années en raison de cette guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, oui, en raison de ces frappes israéliennes, et donc ils sont aujourd'hui très, très fatigués. Alors, très fatigué, est-ce qu'on a une idée sur quand cette opération pourrait prendre fin? Est-ce qu'il y a des éléments qui peut-être peuvent annoncer la durée de cette opération? Ou elle est partie pour... en fait, ces troupes sont parties pour rester? C'est très difficile de le dire à l'heure actuelle, et d'ailleurs, les nombreux analystes, les experts avec qui j'ai pu m'entretenir au cours de ces derniers jours ne veulent pas s'engager là-dessus non plus. Pour eux, déjà, l'attaque du Hezbollah contre Israël à la suite de la mort du guide suprême en Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a été quelque part un peu une surprise parce qu'on croyait finalement le Hezbollah très affaibli à la suite de la guerre qui sévissait au Liban depuis octobre 2023. Le Hezbollah a perdu énormément de combattants, mais aussi beaucoup de cadres, et a aussi perdu son secrétaire général, même s'il a été remplacé. Exact. Et là, donc, il y a cette attaque, il y a ces réponses qui sont complètement, finalement, le Hezbollah attaque des cibles militaires en Israël. Israël répond en attaquant un peu partout au Liban et en touchant aussi des civils. Il y a eu plus de 50 morts depuis hier, plus de 150 blessés et des milliers de déplacés à travers le Liban. Et donc, il est très difficile aujourd'hui, finalement, de dire est-ce que cela va se terminer, est-ce que cela va continuer. Le gouvernement libanais, bien sûr, condamne les attaques du Hezbollah et demande au Hezbollah de cesser, tout en demandant aussi à Israël d'arrêter ses frappes et d'arrêter ses menaces. Mais pour l'heure, on voit que le conflit, finalement, semble plutôt escalader, semble plutôt se confirmer que se réduire. Et le Hezbollah continue d'ailleurs d'annoncer et de revendiquer ses attaques et ses frappes contre Israël. Est-ce que le Hezbollah est affaibli aujourd'hui? Quelles sont les capacités du Hezbollah qui sont mobilisées? Et est-ce qu'avec un Hezbollah affaibli et avec un gouvernement libanais, il faut le dire, qui appelle aussi à négocier avec Israël, est-ce qu'il pourrait éventuellement considérer de peut-être faire marche arrière dans leur offensive contre l'État israélien, ou cette incursion aujourd'hui risque d'envenimer la situation? Effectivement, cette invasion terrestre pose beaucoup de questions. Vous l'avez dit, hier, le gouvernement libanais, donc après avoir condamné ces attaques du Hezbollah contre Israël et demandé à Israël d'arrêter ses frappes et de respecter l'accord du cessez-le-feu, a dit être ouvert de nouveau aux négociations avec Israël. Et ce matin, Israël annonce vouloir créer, et là c'est très clair, ses volontés de créer une zone tampon dans le sud du Liban. Depuis, donc, le Hezbollah a intensifié ses frappes contre Israël, notamment, comme je vous le disais, en visant ces chars Merkava qui sont positionnés au Liban Sud déjà et qui avancent sur la terre libanaise. Donc aujourd'hui, oui, on pensait le Hezbollah affaibli. Il est très dur encore de parler de chiffres puisqu'on ne sait jamais vraiment quels sont les chiffres exacts, le nombre de combattants, le nombre de pertes, le nombre de personnes qui ont été, par exemple, enrôlées récemment, quelles sont vraiment ses capacités militaires sur le plan technique, financier. On le sait aussi, l'axe de la résistance a été très fortement affaibli. L'Iran vient d'être attaqué, mais il y a aussi eu la chute du régime de Bachar al-Assad l'année dernière, le 8 décembre 2024, qui a encore une fois affaibli cet axe de la résistance, puisque c'est notamment par la Syrie que transitait une partie des armes du Hezbollah. Donc aujourd'hui, il est très difficile en fait de faire vraiment des pronostics et de dire à quel point le Hezbollah est affaibli ou non. Est-ce qu'il essaie juste de faire une démonstration de force? J'ai une experte quand même qui me disait que cela ressemblait, ces attaques-là, cette guerre dans laquelle il est entré ressemble vraiment un peu à la dernière bataille du samouraï. Est-ce que certains ont même désigné cela comme une opération suicide. Et donc, aujourd'hui, il est très difficile, effectivement, de dire à quel point le Hezbollah est affaibli. Certes, il a été affaibli au cours de ces dernières années. Oui. Il semble vouloir montrer une démonstration de force, mais jusqu'à quel point tiendra-t-il face à l'armée israélienne?
Cela semble difficile à dire et pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont les civils au Liban qui paient un très très lourd tribut de cette guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Merci beaucoup Amélie David, merci d'avoir nous avoir donné donc les dernières évolutions au Liban suite à cette incursion israélienne dans le sud du pays et aussi de ces opérations notamment dans la capitale Beyrouth. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, est-ce que ce harakiri du Hezbollah pourrait, professeur Ben Salem, entraîner le Liban dans une guerre, encore une fois, qui va, comme vient de l'expliquer Amélie David, impacter directement finalement les populations. Des dizaines de milliers de personnes déjà sont déplacées selon l'ONU. Est-ce que cette dernière cartouche du Hezbollah risque vraiment d'entraîner le pays dans une crise encore plus dure que celle qu'il traverse depuis plusieurs années ? Très, très probablement, parce qu'on est dans une situation de guerre, de déséquilibre dans la région qui est très très grave. Ça a commencé avec une attaque imprudente, je dirais mal calculée sur l'Iran et le meurtre du chef religieux des chiites. Et donc, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une réaction à peu près partout. Alors, le Hezbollah, bien sûr, il est affaibli, mais il faut aussi voir sa propre perception des choses, parce que c'est un groupe qui a fait la paix, mais il a vu, comme l'a bien souligné votre invité, le cessez-le-feu a été plusieurs fois violé, il y a eu plusieurs fois l'assassinat de ses représentants, et donc pour lui... De ses chefs, le Hezbollah a été littéralement décapité. Donc pour lui, qu'est-ce que cette paix lui a apporté? C'est comme s'il a été paralysé et puis son affaiblissement continue. Et puis, je pense que celui qui a vraiment la décision aujourd'hui, c'est Israël, parce que c'est elle qui a la force, c'est elle qui a l'hégémonie dans la région. Et puis, est-ce que c'est vraiment pour rentrer et empêcher les attaques du Hezbollah, ou est-ce qu'il y a un plan plus large, c'est-à-dire l'occupation ou avoir un territoire plus large, comme l'ont souvent dit ses représentants? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un autre mouvement qui est en train de se passer, mais cette fois vers la Syrie, vers le Golan. Donc il y a vraiment l'armée israélienne qui se déplace aussi vers le Golan. Donc là, on est en train vraiment de voir c'est comme si, voilà, il y a le territoire qui commence à s'étendre, et quoi de mieux qu'une guerre pour pouvoir s'installer définitivement et phagocyter des parties du terrain. Donc, ce serait, selon vous, l'objectif militaire ou autre, principal de l'incursion terrestre israélienne? Je pense qu'il y a ce but-là, même s'il n'est pas déclaré, mais si on suit la presse israélienne, si on suit la déclaration des hommes politiques israéliens, ils ont toujours parlé du grand Israël. D'ailleurs, l'ambassadeur américain en Israël a aussi parlé de ça. Donc, et ça s'est toujours passé comme ça. À chaque fois qu'il y avait une guerre et qu'il y avait des perdants, on phagocyte, pas simplement entre Israël et les autres pays, ça s'est passé dans toutes les guerres, on phagocyte le territoire des autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la situation a évolué, prenant un peu tout le monde de court, notamment avec cet Iran qui ne cible pas uniquement Israël, ni les installations militaires américaines dans les pays du Golfe, mais qui vise ces pays, les intérêts économiques notamment de ces pays. Professeur Abou Dahab, ce qui me mène à cette question, comment interpréter le passage d'une confrontation indirecte à des frappes assumées sur des États? Je pense que même le début de cette guerre est quelque peu, je dirais, illogique du point de vue des canons même de la guerre. C'est-à-dire que, historiquement, on a peut-être des cas d'école, mais là, je pense que c'est le déclenchement, je pourrais utiliser ça de façon un peu économique, entre guillemets, guerre préventive. Par qui contre qui? On l'a déjà testé en 2003, lorsque les États-Unis avaient déclenché une action contre l'Irak. Et on le sait, c'était au lendemain du 11 septembre. Ça a commencé certes par l'Afghanistan, activation de l'article 5, la défense collective, etc. Le cas de la Libye, il est particulier parce que là, c'était ce qu'on appelle le R2P, c'est-à-dire Responsibility to Protect, responsable de protéger. Il y avait une base, on va dire, plus ou moins, la résolution 1970-73. Là, en réalité, l'attaque qui a été menée à partir du 28 février
sont mobiles n'avaient pas un fondement légal, si vous voulez. Il y avait juste un calcul géopolitique sur une opportunité. Et l'objectif affiché, Madame Khadija, c'était de décapiter complètement le régime des mollahs. Là, Est-ce qu'on peut décapiter le régime des mollahs en tuant le guide suprême? C'est ça la grande question. En rappelant que c'est une première dans l'histoire des mollahs, dans l'histoire de l'Iran. C'est la première fois qu'un guide suprême a été éliminé. Directement. Khamenei est mort d'une mort naturelle, on peut dire. Plutôt Khomeini, pardon. Et Khamenei, donc assassiné. Tous les experts militaires, observateurs vont dire aujourd'hui que s'il n'y a pas une offensive terrestre, on ne peut pas, par l'élimination de la tête du régime, aboutir aux résultats affichés. D'ailleurs, la grande question, est-ce que cette guerre a un objectif stratégique clair du point de vue, encore une fois, de la rationalité, entre guillemets, occidentale? C'est-à-dire un pays qui a agressé, par exemple, en 90, on avait l'invasion du Koweït, le 2 août, par l'Irak. Là, c'était une violation directe qualifiée du droit international. Là, on n'a pas véritablement cela, sachant bien qu'on n'est pas encore sorti des conséquences des frappes de juin 2025 israélo-américaines, d'accord, sous prétexte qu'il fallait annihiler les capacités de possession de l'arme nucléaire par l'Iran. D'ailleurs, ça nous rappelle, encore une fois, 2003, l'Irak, sous prétexte qu'il détenait des armes de destruction massive, finalement, on n'a pas trouvé grand-chose. Et depuis des années, le pays ne s'est pas stabilisé. D'ailleurs, vous avez des proxys iraniens en Irak qui, aujourd'hui, s'enrôlent dans cette guerre, drôle de guerre, comme disait Winston Churchill. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'Iran, face à cette attaque, a jugé peut-être, du point de vue non pas de la rationalité de la guerre, encore une fois, d'élargir le spectre, peut-être par effet dissuasif, faire de la pression, exercer de la pression sur les pays du Golfe arabe pour empêcher l'élargissement, encore une fois, et l'enfoncement de cette guerre, ciblage d'un certain nombre de paquebots, cargos, etc. On l'a vu, Oman n'abrite pas des bases militaires états-uniennes, et pourtant, ce pays n'a pas échappé à la riposte iranienne. C'est la stratégie du tout pour le tout, et encore une fois, c'est peut-être même, selon certains, parce qu'effectivement, il faut écouter tout le monde, c'est essayer d'augmenter les frais ou le coût de la guerre pour permettre à l'Iran de raccourcir probablement, dans le calcul iranien, le délai des frappes américaines. Et encore, quand on voit M. Donald Trump qui dit aujourd'hui qu'on peut aller au-delà de 4 semaines, 5 semaines, lui-même, il n'a pas la clé, si vous voulez, ou la baguette magique pour maîtriser les tenants et les aboutissants de cette aventure qui reste très, très périlleuse du point de vue du calcul géostratégique. Pour revenir au Hezbollah, quel est le rôle aujourd'hui des proxys, s'il en reste, parce qu'on n'a pas trop entendu parler non plus des Houthis du Yémen. Oui, exactement. Quel rôle, professeur Ben Salem, le Hezbollah peut jouer dans la projection, j'allais dire protection, lapsus révélateur, dans la projection régionale de l'Iran, et comment les choses pourraient évoluer sur le front libanais au regard des précédents de 2006 et donc peut-être en comparaison avec les tensions actuelles? Bien, le Hezbollah est très proche du système iranien. Ils ont aussi, ils rejoignent la Wilayat al-Faqih. Et même si vous voyez par exemple leurs manifestations, il y a souvent le drapeau du Hezbollah avec le drapeau iranien. Alors pour les Houthis, c'est un peu différent. Je n'ai jamais vu dans leurs manifestations le drapeau iranien, mais c'est des chiites aussi. Ils sont concernés, ils sont prêts aussi à intervenir, et pas simplement, comme l'a bien souligné mon collègue, il y a aussi les proxys en Irak. C'est-à-dire qu'il y a une communauté chiite très large, et pas simplement que dans ces régions-là. Là, on ne parle que des proxys militaires, mais on ne parle pas de la population. Il y a une population chiite dans les pays du Golfe, au Pakistan, en Asie, qui sont aussi, qui considèrent le Ayatollah Khamenei qui a été assassiné comme leur chef spirituel religieux. C'est très grave, en fait, son assassinat est très grave parce que c'est le chef spirituel religieux, pas simplement des Iraniens, mais des chiites en dehors de l'Iran. Il a été tué pendant Ramadan, qui est un mois sacré pour les musulmans. Et ça s'inscrit aussi dans la perception chiite. Il y a cette question de martyr. Donc maintenant, il va être sacralisé d'une certaine manière, bien que sa réputation a été éclaboussée
parce que l'Iran a participé à la guerre civile syrienne, parce qu'il a opprimé, enfin il a opprimé sa population, il a vraiment mené tout avec une main de fer, mais ça n'empêche pas que c'est un homme qui a ses loyalistes, qui a une partie qui le suit, c'est un chef spirituel. Donc d'où peut-être le fait que ce problème-là dépasse la géopolitique, dépasse tout ce qui est question militaire, ça rentre dans une dimension religieuse et dans une dimension sociale extrêmement dangereuse. Alors, comment la mort du guide suprême iranien peut réellement transformer l'équilibre d'abord institutionnel, idéologique en Iran ? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en Iran, le système est fait de manière à ce qu'il va survivre. C'est-à-dire avec le ayatollah ou pas, parce que l'allégeance, elle est à Wilayat al-Faqih. Khamenei est parti, quelqu'un va venir après. Qui peut venir après ? Il y a plusieurs candidats. Il y en a certains qui étaient dans la course et on n'entend plus parler d'eux, comme le fils de l'ayatollah. On ne sait pas s'il est mort ou si les Iraniens n'ont pas voulu le mettre dans la liste pour ne pas avoir cette idée d'héritage. Alors il y a le petit-fils de Khomeini, qui est proche des réformistes. Il y a Arafi, qui est un homme, c'est un religieux qui a dirigé un centre international aussi, mais c'est quelqu'un qui est aussi très proche des gardiens de la révolution et qui porte la révolution iranienne. C'est quelqu'un qui est pour l'internationalisation de la révolution iranienne. Et puis il y a quelqu'un d'autre, mais il n'a pas vraiment beaucoup de chance. Donc très probablement c'est Arafi. Et puis je pense que la grande question qui se pose aux experts iraniens, c'est qui choisir maintenant ? Est-ce qu'il faut choisir quelqu'un de flexible ou est-ce qu'il faut au contraire choisir quelqu'un de plus radical parce que le pays est en train de subir une attaque et ils voient qu'ils sont tout seuls contre tous, donc ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui soit un peu plus radical. Donc je pense que c'est là l'enjeu qu'ils sont en train de décider et qu'ils sont en train de voir. Parce que l'objectif, il faut le rappeler aussi, annoncé, du moins, de cette opération, de cette guerre et de ces frappes israéliennes et américaines sur l'Iran, c'est le changement de régime. Ça a été d'ailleurs rappelé par le président américain hier, par le secrétaire d'État, par le ministre de la Défense américain, qui ont rappelé que l'objectif initial était le changement de régime. Est-ce qu'on peut changer le régime ? Est-ce que cela déjà est possible ? Et si oui, est-ce que cela va réellement affaiblir l'Iran ? Non, on ne peut pas changer un régime d'institution aussi facilement. Il n'y a qu'à voir comment est-ce qu'ils ont réagi. Khamenei est mort, les attaques continuent. Et puis tout de suite, ils ont établi la transition avec un conseil, avec 3 représentants, le président, un représentant juridique et un autre religieux, selon leur constitution. Ali Larijani, il gère toutes les questions stratégiques. Donc l'Iran, c'est vraiment un système qui tient, c'est des institutions, et puis c'est des institutions parallèles, et puis il y a vraiment la succession. Et il faut aussi savoir une chose, les Iraniens étaient prêts à un scénario de la mort de Khamenei. Donc, ils savaient qu'il fallait qu'il y ait des successions, qu'il fallait pouvoir travailler sur une guerre à long terme, une guerre asymétrique. Ils savent qu'ils n'ont pas la même force. C'est-à-dire que c'était des gens... c'est vrai qu'ils ne peuvent pas contrôler la guerre. Personne ne peut la contrôler, même les Américains. Mais je pense, à mon sens, que les objectifs américains n'étaient pas clairs, qu'ils ont peut-être fait une confusion avec le Venezuela. Et puis, je ne vois pas du tout les objectifs qu'ils veulent. Alors, au début, c'est le nucléaire, ensuite, c'est le régime, ensuite, non, c'est... Donc, eux-mêmes, je pense qu'ils se sont retrouvés dans une situation assez complexe. Les Américains, Calvin Dark, vous le confirmez, se sont retrouvés dans cette situation. Est-ce que c'est un mauvais calcul de l'administration de Donald Trump ? Est-ce qu'il y a eu des signaux qui, peut-être... ont aussi démontré que cette opération risquait de porter préjudice aux États-Unis. Oui, et je crois que ça, c'est exactement le problème ici à Washington. C'est pas forcément on est contre ou pour.
ce que Donald Trump a fait. On ne sait pas les objectifs, on ne sait pas la fin, on ne sait pas exactement, par exemple, la coordination avec nos alliés. Alors, c'est pour ça qu'il y a confusion, il y a des problèmes ici à Washington. Et je crois qu'il y a quelque chose, on a parlé de l'Irak, la situation avec Bush, W. Bush. Il y a une grande différence. Bush, ou tous les présidents avant Donald Trump, avant ou au moins juste après une action militaire à ce niveau, il y a un discours de la Maison-Blanche, de the Oval Office. Le président doit justifier pourquoi il ne faut faire ça. Donald Trump n'a pas encore fait ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a un peu de hésitation, même de la part des républicains. Et je cite aussi, je crois que c'est pas connu aux États-Unis, mais aujourd'hui, c'est Election Day. C'est les élections primaires dans Texas, dans mon État, Caroline du Nord, mon ancien patron, il est le candidat pour le Sénat à Caroline du Nord. Pourquoi c'est important? Parce que tous les membres du Congrès, ils se concentrent sur ça. Et il n'y a pas de réponse de la Maison-Blanche. Alors, un peu confus ici. Alors, est-ce que le Congrès a donné son feu vert à cette opération? Absolument non. Moi, j'ai parlé avec mes anciens collègues qui sont du staff du Gang of Eight. En anglais, on dit Gang of Eight, c'est les leaders, surtout de l'intelligence et les affaires étrangères des deux parties du Congrès du Sénat et de la Chambre des représentants. Donald Trump et aussi Marco Rubio, ils ont fourni des informations, mais pas un briefing comme il faut. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de trous dans la Constitution américaine, mais pour les guerres, c'est clair. Le Congrès, c'est le seul pouvoir aux États-Unis qui peut déclarer une guerre. Et ici, il y a une urgence. Le président peut agir, mais il doit juste après justifier ce qu'il a fait et il doit chercher l'approbation du Congrès. Donald Trump n'a pas fait ça. Au moins, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, le républicain, il a dit que c'est pas nécessaire parce que c'était pas une guerre, c'était juste une opération pour défendre les intérêts aux États-Unis, surtout en Israël. Alors, il y a beaucoup de confusion autour de cette question. Et si nous sommes en guerre. Donald Trump a dit nous sommes en guerre, mais le problème c'est que sans le Congrès, on n'est pas officiellement en guerre. Alors, sans le Congrès, les États-Unis ne sont pas en guerre. Pourtant, le président américain, ça a été rappelé tout à l'heure par le professeur Abou Dahab, parle d'une échéance. Avant-hier, il parlait de 4 semaines. Hier, il disait que ça pouvait dépasser les 4 semaines. Cela aussi coûte de l'argent au budget américain Calvin Dark. Quand pourrait changer ce statut de cette opération / guerre menée en Iran, conjointement avec Israël? Et je crois que ça, c'est vraiment la question. C'est pour ça que les élections primaires sont importantes. Pourquoi? Aux États-Unis, le président ne peut pas dépenser un seul dollar des impôts de Calvin Dark ou des autres Américains sans l'approbation du Congrès. Alors, pourquoi Donald Trump fait ça maintenant? Parce que les républicains sont au pouvoir au Congrès. Il peut justifier ça, mais le problème, c'est que ces fonds sont limités. Et Donald Trump, il comprend que, surtout si les démocrates gagnent en novembre, il ne peut pas faire des opérations militaires, envoyer des soldats sans l'approbation du Congrès. Alors, on est dans ce qu'on appelle un gray area ici à Washington parce que Donald Trump n'a pas l'autorisation de le faire, il n'a pas l'argent pour le faire, mais le problème, c'est qu'on est un peu bloqué au Congrès pour l'arrêter, pour l'empêcher de continuer ce qu'il veut faire. Que sait-on précisément de l'attaque sur l'ambassade américaine hier à Riyad?
Je crois que ça, c'est vraiment important parce que quand j'ai vu ça et j'ai parlé avec mes amis qui sont de parti républicain, cette nouvelle, c'était, je crois que un des plus importants parce que maintenant, il y a une implication contre les intérêts américains directs. Et je crois que c'est intéressant aussi que parce que il y avait cette attaque contre l'ambassade américaine, le débat ici à Washington, c'est pas démocrate contre Donald Trump, c'est les républicains contre Donald Trump. Parce que maintenant, il y a Marjorie Taylor Greene, il y a Mike Walsh, il y a Tucker Carlson qui pose la question pourquoi Donald Trump fait ça parce que c'est où notre intérêt. Et je dis comme conseiller politique, je ne comprends pas pourquoi Donald Trump et Marco Rubio justifient ça en coordination avec Israël. Ils ont tout détruit et le soutien, parce que maintenant la question c'est que c'est les Américains qui dirigent ce qui se passe ou c'est l'agenda de Netanyahu et nous sommes forcés à faire ce qu'il à suivre ce que fait Netanyahu. Est-ce que vous parlez-nous de l'opinion publique. On a parlé du Congrès américain. Parlez-nous aujourd'hui de l'opinion publique. Il y a un tout récent sondage qui dit que la majorité, plus de 60% des Américains, ne sont pas pour cette guerre en Iran. Comment cela peut peser concrètement sur la prise de décision stratégique à Washington ? Je crois que le chiffre pour les sondages, pour l'opinion des Américains, démocrates, républicains, c'est zéro. Il n'y a pas de soutien pour cette guerre. Il y a du soutien pour la chute de la Morshid, parce que Donald Trump, il dit qu'il représente toutes les menaces contre les États-Unis depuis les années 70. Mais à part de ça, il n'y a pas de volonté politique pour un engagement en Iran. Et je crois que Venezuela, c'est très important, parce que quand je parle avec mes anciens collègues à la Maison-Blanche, ils m'ont dit deux choses très importantes. Un, je ne savais pas que Donald Trump, il veut, depuis son premier mandat, il veut être le président qui a réussi pour causer la chute de Morshid en Iran. Parce qu'il a dit que tous les présidents, après la révolution iranienne, ont échoué. Donald Trump, il veut réussir. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Donald Trump, il a vu ce qui s'est passé en Venezuela. C'était une journée pas vraiment de prix dans des vies américaines, les soldats. Et il pense que c'est la même chose en Iran. Il comprend que c'est un peu plus compliqué, mais Donald Trump a dit peut-être 4-5 semaines. En fait, il a dit après l'annonce officielle de la mort de Morshid, il a dit on est early on schedule. Parce qu'il a dit c'était le plan, mais c'était pour après quelques semaines. Alors, je crois que parce qu'il n'y a pas le soutien pour un engagement à long terme ici aux États-Unis, la Maison-Blanche, c'est dans une situation difficile. Une chose aussi, il y avait un conseiller de la Maison-Blanche dans une interview hier. C'était la question, comment est-ce que Donald Trump poursuit cette opération militaire quand nous savons qu'il n'y a pas de soutien de la part des soutiens américains. Il a dit que Donald Trump a gagné les élections de manière décisive. Alors ça, c'est ce que Donald Trump se concentre maintenant. C'est pas les sondages parce qu'il sait mieux que les Américains ce qui est le mieux pour le long terme, pour l'avenir ici aux États-Unis. Alors, ce qu'il sait aussi, c'est qu'il ne veut plus négocier. Il voulait négocier, professeur Abou Dahab. Puis 24 heures plus tard, quand les autorités iraniennes ont demandé
à l'ONU et notamment son secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour calmer la situation. Trump dit niet, il dit que c'est trop tard pour que l'Iran cherche à discuter. Ce qui me mène à la question sur les autres États qui sont attaqués, sur les Émirats arabes unis, sur l'Arabie saoudite, sur le Bahreïn, sur tous ces États, ces pays du Golfe qui abritent en leur sol des installations militaires américaines, qui ont été lourdement impactées aussi, qui ont été pilonnées depuis le début, il y a 4 jours, de cette guerre. Est-ce que cela risque aussi de peser sur la balance? Est-ce que ces États peuvent effectivement mettre pression sur Washington pour revoir ces cartes? Et dans quelle mesure cette pression pourrait faire le poids face à la pression aussi de Netanyahou? Tout à fait. Mais il y a quand même une remarque, je dirais, préjudicielle, préalable très importante, parce que les Américains ne sont pas seuls, ils sont avec les Israéliens. Et ce qui fait que là, il s'agit d'une double attaque israélo-américaine. C'est les Israéliens qui sont avec les Américains, parce que c'est eux qui les soutiennent. Enfin, ça veut dire l'ordre qu'il y a exactement, qu'il y a, on va dire, la stratégie, si stratégie il y a encore, on se pose la question, c'est-à-dire objectif clair et précis derrière ces attaques. Celle de Netanyahou, est-ce qu'elle est alignée sur les attentes de M. Donald Trump? Je pense qu'ils ont une certaine convergence de point de vue, mais les ambitions ou les stratégies long-termistes ne sont pas les mêmes, certainement. Bon, pour les États-Unis, la rivalité elle est ancienne avec le régime khoméniste depuis la prise d'otages des diplomates. Bon, par la suite, il y a eu des médiations, ça et là, les échanges de part et d'autre, c'est très ancien. Mais la spécificité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a Israël, et cela est la conséquence et la suite d'une séquence d'événements, avec le démantèlement normalement provoqué du Hezbollah, la disparition de son chef Hassan Nasrallah, l'utilisation des talkie-walkie avec ces technologies avancées, etc., l'élimination du Hamas, les proxys iraniens en Syrie et ailleurs, et donc nous sommes dans un engrenage. Peut-être les deux profiteront, chercher, surtout Netanyahou, et ça c'est important sur le plan de sa campagne politique en interne, Netanyahou, pour sa survie même. N'oublions pas qu'il fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt à l'international de la part de la Cour pénale internationale. Donc, et que les élections, normalement, devraient se tenir en 2027. Voilà. Et il y a une sorte de fuite en avant, une course vers l'abîme, si vous voulez. Free ride, as we say in English. So, maintenant, les pays du Golfe, la grande question, du point de vue de l'analyse stratégique, c'est vrai qu'a priori, normalement, ils ne devaient pas être ciblés par les frappes iraniennes, surtout que nous avons cet accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et l'Iran par médiation chinoise. Cette tentative d'apaisement, il y a même les Émirats, il y a quelque temps, qu'ils avaient même gardé leur lien diplomatique avec l'Iran, quand bien même l'Iran avait mené une sorte, non pas d'attaque, mais de menaces d'attaque contre des pays du Golfe. Là, nous parlons des membres du Conseil de coopération du Golfe. Que cherchent les Iraniens derrière là? Parce que vous avez parlé des bases militaires, certes, américaines au sein d'un certain nombre de ces pays, notamment à Doha. Qatar, c'est la plus grande base militaire extérieure états-unienne. Mais j'essaie de chercher la logique personnellement, je ne la trouve pas. Puisque dès le départ, encore une fois, la ratio légis, la raison légale de cette guerre, ne me paraît pas très claire du point de vue des catégories d'analyse à l'usage. Ceci dit, moi je pense que l'objectif... Vous pensez que les pays du Golfe sont pour peut-être reformuler ma question sous un autre angle, est-ce que les pays du Golfe sont un dommage collatéral ou c'est un levier aussi de l'Iran pour créer davantage de pertes pour les États-Unis? Moi, je pense que la quête du régime, d'abord, qui est l'objet d'une agression, il faut le dire, de toutes les manières, quoi qu'on dise, il faut dire les choses du point de vue aussi des catégories de droit international. Il se sent être agressé et donc il a le droit de répliquer, d'élargir le spectre de la guerre pour brouiller peut-être la carte, menacer les pétroliers qui empruntent les itinéraires en passant par Hormuz, sachant bien que Hormuz, il est partagé du point de vue de la gestion entre les Iraniens et les Omanais, ça c'est important, mais au regard de la Convention de Montego Bay de 82 sur le droit de la mer, normalement il faut prescrire la liberté de navigation maritime. Ça c'est important. Que cherche donc... Moi, ce qui m'a aussi qui a attiré mon attention, c'est un peu la réaction très timorée des pays du Golfe. Ils n'ont pas cherché à dire maintenant, nous allons nous aussi entrer en guerre entre guillemets et répliquer
Je le sais. Donc, ce qui fait qu'il y a une sorte de tentative, certes, d'apaisement. Ils ne voudraient pas voir venir chez eux un nombre plus élevé de missiles iraniens, etc. Il y a autant de missiles et de drones qui sont envoyés, presque autant, vers l'Iran que sur les Émirats arabes unis. Vous posez la question, posons la question. Quelles sont les marges de manœuvre des pays du Golfe face aux pressions simultanées de Téhéran, mais aussi de Washington? Je voudrais juste évoquer une chose, Khadija. L'Arabie saoudite, je pense, il y a 2-3 mois, avait passé un accord de défense commune avec le Pakistan, qui est une puissance nucléaire. C'était à la suite de l'attaque des membres du Hamas. Ils étaient à Doha pour tenir une réunion dans un bâtiment. Il a été pris pour cible par des avions israéliens, évidemment, sachant bien que le Qatar est considéré comme un allié stratégique majeur des États-Unis hors OTAN, et pourtant il n'a pas échappé aux frappes israéliennes. Ce qui fait que la situation, moi personnellement, je n'arrive pas à avoir une certaine lucidité d'esprit en voyant comment l'Iran a réagi face aux attaques israéliennes et américaines. Là, ça reste pour moi quelque chose d'incompréhensible. Mais la marge de manœuvre, est-ce que ces pays-là ont une réelle marge de manœuvre? Et aussi, comment expliquer cette attaque? On a parlé de l'attaque sur l'ambassade américaine à Riyad. Il y a l'aéroport de Doha, l'aéroport de Dubaï, 2 fois ciblés. Qu'est-ce qu'on cherche réellement à travers... là, on ne touche plus des bases navales ou autres des Américains, mais là, on touche des intérêts des pays souverains de la région. Bien, je pense, pour essayer un petit peu de comprendre, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit mon collègue, parce que je pense que son sentiment, c'est le sentiment de la majorité. Même moi qui travaille sur l'Iran depuis des années, j'ai du mal à voir certaines choses. Et puis, il y a des informations confuses qui sortent, comme quand on a attaqué la station de pétrole saoudienne. On a dit que c'est les Iraniens. Les Iraniens ont dit non, c'est pas nous. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même des journalistes, Tucker Carlson, qui évoquait tout à l'heure qui a dit Calvin Dark, a même évoqué une autre théorie. Donc, tout reste à prouver. Il y a beaucoup de désinformation aussi, il faut le dire. Il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent. Mais ce qu'il faut voir, je pense, il faut voir aussi du côté iranien pour les comprendre. C'est un peuple qui a une histoire assez trouble avec les puissances étrangères, les interférences des puissances étrangères. On se rappelle du coup d'État contre Mossadegh. Bien avant ça, quand les Britanniques ont posé sur le trône le grand-père du fils du Shah, qui est maintenant aux États-Unis. Donc il y a toujours eu ces interférences. Et puis pour eux, alors si les États-Unis veulent maintenant changer le régime, pour eux c'est aussi une question de survie. Donc ils sont en train de jouer une survie existentielle. Et ce n'est pas un groupe ou un homme ou 40 personnes, c'est tout un système. Alors il faut voir... Qui est aux commandes du système aujourd'hui? Alors il y a plusieurs, il n'y a pas une seule personne. C'est ça ce que, au fait, je pense qu'il y a une méconnaissance vraiment de comment travaille le système iranien. Il y a le corps des religieux, il y a l'armée, la garde de la Révolution, il y a les réformistes, c'est vraiment un système qui tient, mais qui est organisé de manière à ce qu'il y ait plusieurs cellules en même temps qui marchent. Et puis, ces gardiens... On dit que l'armée a moins le contrôle aujourd'hui, que c'est les gardiens de la Révolution qui prennent même le contrôle des opérations militaires. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont très bien armés, ils sont très bien armés, ils ont beaucoup de relations avec les religieux aussi. Donc il faut vraiment que la personne qui se présente, il faut qu'elle ait il faut qu'ils l'acceptent aussi, c'est pas simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un groupe. Ils font partie de la population iranienne. C'est pas un groupe que vous avez qu'on va éliminer par l'assassinat. Ils ont leur soutien, ils ont une partie de la population qui les soutiennent et c'est un large groupe. Rien que la bureaucratie iranienne, elle est immense. Donc, est-ce qu'on va éliminer tous ces gens-là? Ce n'est pas normal. Et pour revenir un petit peu sur le Pakistan, il a le même problème que le Bahreïn et les autres. C'est des chiites aussi. L'armée pakistanaise, c'est des chiites, ils ne vont pas attaquer des chiites. Quand le leader chiite a été assassiné, il y a eu des troubles face à l'ambassade américaine au Pakistan. Il y a des gens qui sont morts. Donc l'équation est très complexe et comme l'a bien dit mon collègue, l'attaque était
et injustifiée. C'est très facile de commencer une guerre, mais comment elle va se dérouler, comment vous allez la terminer, c'est très difficile. Et avec l'escalade qu'on voit, c'est quelque chose qui fait peur, surtout si Trump continue dans son entreprise en suivant l'entreprise israélienne, on risque d'avoir une guerre civile, on risque d'avoir des trucs beaucoup plus importants. Une guerre civile au Liban ou en Iran, qui sera beaucoup plus grave, surtout que maintenant il y a des bombardements du côté de l'Irak, des frontières avec le Kurdistan. Et ça, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il y a déjà un projet américain, peut-être d'utiliser des groupes du Kurdistan pour pouvoir attaquer ou pour les utiliser sur le sol. Le président américain a bien appelé le leader du kurde pour lui demander aussi d'être impliqué dans cette guerre. Il y a de ce côté-là, il y a du côté des Baloutches. C'est très, très dangereux. Pas simplement pour l'Iran, mais aussi pour les pays du Golfe. Et je pense qu'ils le savent, qu'ils sont conscients de ça. Si cette guerre continue, ils vont payer chèrement, que ça soit avec la chute du système ou pas la chute du système. Alors, fait intéressant, Calvin Dark, il nous reste très peu de temps. Fait intéressant, c'est la réaction du reste du monde et c'est des alliés des Américains dans cette guerre. On voit qu'on fait un pas en avant, deux en arrière, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, mais on ne voit pas jusque-là un soutien de la communauté internationale, notamment occidentale, aux Américains dans leur opération /guerre en Iran. Oui, et ça c'est vrai. Et je crois que ça c'est l'approche de Donald Trump depuis le début. Il n'a pas besoin de la coordination de nos alliés, surtout en Europe. Et ça, c'est vraiment une question ici à Washington. Et je veux citer quelque chose de très important, peut-être pas très connu hors de Washington. Nous sommes dans un government shutdown, Alain, maintenant. Pourquoi? Oui. Parce que c'est pas un shutdown complet, c'est Department of Homeland Security. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accord avec les démocrates et les républicains à la fin de janvier de négocier sur le financement des Department of Homeland Security pour l'immigration. Qu'est-ce que c'est le lien? Il y a maintenant des démocrates qui disent qu'ils ne vont pas soutenir le funding pour le Department of Homeland Security jusqu'à Donald Trump justifie pourquoi nous sommes impliqués en Iran. Et c'est pourquoi ça c'est important maintenant. Parce que je suis ici à Washington et avant le programme, j'ai entendu beaucoup de hélicoptères. Je ne sais pas s'il y a un lien, peut-être, je ne sais pas. Mais parce que le Homeland Security, Department of Homeland Security, s'est chargé avec la protection ici à Washington et aux États-Unis, ça c'est vraiment l'enjeu parce que maintenant il n'y a pas de funding pour le Homeland Security Department parce que l'immigration. Alors ça complique les choses, surtout avec la coordination entre le Congrès et la Maison-Blanche. Oui, mais est-ce que vous insinuez qu'il y aurait des risques aussi à l'intérieur des États-Unis? Est-ce que des risques de représailles pourraient éventuellement constituer un risque pour les citoyennes et citoyens américains? Ça, c'est la peur. Je n'ai pas d'information qu'il y a vraiment une menace concrète, mais je sais que quand le département qui est chargé de la protection des États-Unis et n'a pas de funding, ils sont en shutdown, je crois que ça complique, ça ajoute la tension. Parce que s'il y a une menace ici à Washington et les autres villes, nous avons besoin d'un département de Homeland Security en pleine forme, sans un shutdown. Oui. Un dernier mot sur est-ce qu'il y a des espoirs de désescalade? Si oui, qui peut? Moi, j'aurais dire une chose, Khadija. C'est vrai qu'il y a ces espoirs, mais il faut toujours retenir les leçons de l'histoire. Ah oui. Et l'histoire récente. On ne peut pas, du jour au lendemain, changer un régime et dire qu'on a installé la démocratie. Les Américains, d'ailleurs, le savent très bien, parce qu'ils ont compris, par rapport à l'Irak surtout, que d'abord, il faut comprendre l'anthropologie des populations elles-mêmes. Bouteina, tout à l'heure, a bien fourni des éléments clés de compréhension.
Et par ailleurs aussi, si changement il y a, il faut qu'il provienne de l'intérieur. Il est vrai que les populations iraniennes, avides de démocratie, liberté, etc., avaient tenté de le faire, et ils ont été matés. Mais il y a des matériaux et des mécanismes mondiaux qui peuvent être activés. Et le plus important, à mon avis, c'est engager une action collective avec la négociation. Là, il fallait laisser le temps à la diplomatie. Du coup, là, pour le narratif, l'Iran s'est mis à la table des négociations. Voilà. Donc, c'est une pleine négociation. C'est limite aussi pour dire, voilà, j'ai fait ma partie du travail. Tout à fait. Pour une fois, Téhéran... Et on avait cette base. C'est vrai qu'il faut dire que M. Barack Obama a pu quand même parvenu à cet accord, c'était en 2015, pour mettre sous contrôle le programme d'acquisition de la technologie nucléaire à des fins civiles. Il n'y a pas d'interdiction, du point de vue du droit international, de ne pas avoir la technologie nucléaire. Et après, il a été complètement écarté par M. Donald Trump lors de son premier mandat. Et rebelote, c'est la même chose. Donc maintenant, on est dans une situation, vous l'avez si bien dit, Mme Khadija, d'engrenage, escalade, et on ne peut pas maîtriser les tenants, les aboutissants d'un engrenage aussi complexe qu'aujourd'hui que nous vivons, et surtout, ça a été dit tout à l'heure par Bouteina, avec l'élimination du guide suprême, qui est un symbole pour non seulement les Iraniens, mais pour beaucoup de... Alors la martyrisation et par la suite, c'est véritablement très complexe comme situation. Aujourd'hui aussi, il faut le rappeler, des funérailles gigantesques dans la capitale Téhéran, plus de 168 filles qui ont été tuées lors d'un raid, première frappe israélienne sur Téhéran. Ce sont des jeunes écolières. Et aujourd'hui, on l'a vu, ces funérailles-là dans la capitale iranienne. Un mot de la fin, Bouteina Ben Salem. Je vais reprendre ce qu'a dit mon collègue et qui est très important. Je pense qu'on n'insiste pas assez sur ça. C'est le droit international. C'est un droit commun. Il est fait justement pour éviter ce système de la jungle où parce que je suis plus fort, j'ai tous les droits sur les autres. Non, c'est pas ça. Et je salue d'ailleurs tous ceux qui insistent sur ça, parce qu'on se concentre tellement sur la guerre et on oublie qu'on vit dans un système quand même et qu'il faut respecter, parce que demain, qui est-ce qui me dira pas qu'après l'Iran, ça va être la Turquie? Et après la Turquie, ça va être un autre pays. L'Égypte. Cela dit, ceux qui ont appelé à respecter le droit international, on ne peut pas dire qu'ils le respectent entièrement. Et là, je vais pointer personne, à part Moscou, entre autres. Bon, merci beaucoup, professeur Bouteina Ben Salem. Merci pour l'ensemble des éclairages. À vous également, avec plaisir, professeur Zakaria Boudahab. Et merci à vous, Calvin Dark. Nous allons certainement revenir avec vous dans d'autres émissions pour suivre aussi la situation à Washington. Merci. Merci. C'est la fin donc de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne suite des programmes et bon ftour à tous.